nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous. Découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. La nature nous inspire, nous révèle ses mystères et ses interactions. Mais comment sommes-nous en lien avec le vivant? Nous allons en parler aujourd'hui avec Yann-Marie Crochet. Bonjour Yann-Marie. Bonjour Sandrine. Et je vais vous la présenter dans quelques instants. Bon, c'est une évidence, mais peut-être pas pour tout le monde. Les enfants, en fait, grandissent beaucoup mieux dans la nature. Ça améliore leur santé mentale, mais pas que les enfants, les adultes aussi. Ça améliore leur santé mentale, physique, cognitive. Et en fait, il y a eu énormément d'études, puisque des fois, il y a besoin d'études pour convaincre les gens. Il y a eu différentes études qui ont été publiées, menées par différentes universités. Et quand on emmène les enfants, que ce soit dans les parcs, les jardins, la forêt ou en bord de mer, il y a plein de bénéfices. À savoir que les enfants, quand ils peuvent être dans la nature, marcher pieds nus, jouer, ça développe évidemment leur motricité, leur équilibre, leur coordination. Ça développe le lien social, l'envie de partage, d'écoute, de découvrir. Ça augmente leur concentration, leur apprentissage, la créativité. Bien sûr, ça fait diminuer le stress et ça développe aussi leur autonomie. Bon, on se trouve dans une société où malheureusement tout le monde n'a pas le même droit d'accès ou la même possibilité d'accès à la nature. Souvent, ça joue en fonction de son niveau social, malheureusement. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les enfants jouent plutôt sur leur tablette, n'est-ce pas? Beaucoup moins dehors. Et avec le Covid, ça n'avait pas arrangé les choses. Quel est le rôle des parents là-dedans? Parce que c'est aussi aux parents à donner l'exemple, à les emmener dans la nature. Et quand ça, c'est pas possible, des fois, il y a des endroits, parce qu'on voit bien que maintenant se développent de plus en plus des écoles dans la nature. On essaye d'amener la nature dans les écoles, mais c'est petit à petit en France, alors que dans d'autres pays, comme dans les pays scandinaves, c'est vraiment développé. Et il y a aussi des structures complètement indépendantes, comme l'école buissonnière, qui a fondé Yann-Marie Crochet il y a 3 ans maintenant, justement en janvier 2020, qui est à la Chambotte, sur le territoire aixois, Aix-les-Bains. Et en fait, Yann-Marie, quand vous étiez enfant, parce que c'est souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà un amour de la nature très jeune. Vous vous évadiez dans la nature et votre mère vous racontait même que pendant les siestes, au lieu de faire la sieste, vous partiez avec vos frères, vous amusez justement dans la nature. Et en préparant l'émission avec Yann-Marie, j'ai pu découvrir une jeune femme avec une profonde sagesse, avec des mots émouvants dans la façon dont elle parle et cette grande humilité. Alors Yann-Marie, pour vous, que signifie la nature? La nature pour moi, c'est la vie, simplement. Et si là précisément, je me reconcentre sur mon corps, qui appartient à cette nature, je sens les battements de mon cœur. Et ce n'est pas ma volonté ni mon esprit qui fait battre mon cœur. C'est un tourbillon de cellules animées de vie, de même que ce n'est pas moi qui respire, ce n'est pas je qui respire, je ne fais rien. C'est une vie en moi qui prend soin de moi perpétuellement et naturellement. Alors pour moi, la nature, elle est là, en moi, et ce souffle qui parcourt mon arborescence pulmonaire, elle est ce même vent qui porte les oiseaux dans leur vol, celui qui dessine les courbes des océans. La nature, c'est ce qui me constitue mes os, mes minéraux, mes flux d'eau et de sang. C'est ma subsistance, mon ADN. Elle est ce qui constitue aussi chaque élément, chaque chose, chaque être sur lequel je pose mon regard. C'est ce qui anime la vie. En bref, l'âme du monde, si je puis dire, tout ce qui anime toute chose. Voilà, quand je vous parlais d'une profonde sagesse, et elle est toute jeune en plus, je ne sais même pas quel âge vous avez, mais... Pas encore 30 ans. Pas encore 30 ans, voilà. Et donc vous avez fondé l'école buissonnière. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots un petit peu pourquoi, comment L'école buissonnière, elle est née il y a 3 ans, juste avant le Covid, avec plusieurs enfants. On avait envie d'emmener, avec plusieurs parents, on avait envie d'emmener nos enfants dehors. Et au fur et à mesure, un noyau dur s'est constitué, le Covid est arrivé et le besoin d'être dehors s'est fait d'autant plus ressentir.
Et on avait vraiment pour intention de créer des expériences fondamentales pour le développement social, affectif, moteur et cognitif des enfants, mais aussi de leur famille, avec pour ambition de participer à la transition éducative, environnementale et citoyenne de notre territoire. C'est posé la question de créer une école et on a refusé. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être un support complémentaire à l'éducation familiale et à la scolarisation. Voilà, donc on est plus dans l'optique de accompagner les familles, les adultes à se reconnecter à la nature et à sortir les classes dehors. D'accord. Et quelles sont justement les valeurs, l'essence? L'essence de l'école buissonnière, donc le credo, c'est la connexion à soi, aux autres, à la nature. Pour ça, on s'inspire beaucoup du mentorat Coyote qui a été créé par Jung Young pour favoriser l'épanouissement des enfants, mais aussi des adultes. Et la particularité de ce mouvement, c'est qu'en fait, il s'inspire des principes communs aux différentes cultures de peuples autochtones, de peuples premiers à travers le monde, qui ont su garder et développer leur capacité à vivre en connexion avec leur environnement de manière harmonieuse. Et par exemple, qu'est-ce que vous... Parce que évidemment, le fait de revenir, j'allais dire, au peuple premier, puisque voilà, que ce soit les chasseurs-cueilleurs, et puis après, il y a ce lien tellement fort avec le vivant, puisque finalement, pour eux, la nature, nature et culture sont une seule et même chose, et nous, on s'est vraiment différenciés. Donc, quel type d'activité vous proposez finalement aux enfants pour se relier à la nature et revenir finalement à cette essence d'être? Oui, c'est là où je pense que on a la vision de se relier, respecter et aimer la nature, mais il y a aussi retourner à un endroit où on appartient à nos ascendances animales, végétales et terrestres. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup s'appuyer sur des routines communs à ces cultures-là, comme la pratique de la gratitude, comme le fait de s'installer par tout temps au même endroit dans la nature. Et aussi la pratique de techniques ancestrales, le feu par fission, la cueillette sauvage. Et appartenir, c'est aussi donc tout ce qui est venu avant nous et qui nous constitue au sein du vivant. Et aussi arriver à retransmettre au demain, à l'inexploré et à nos descendants. Et donc faire la continuité de notre culture qui existe bien plus loin que notre société moderne. Et justement, comment les enfants réagissent? Qu'est-ce que vous observez chez les enfants? Ce qu'on observe chez les enfants, les retours qu'on a beaucoup, je vais commencer par là, c'est lié à la gratitude par exemple, qui devient non plus une forme de politesse ou une obligation sociale de dire merci, mais qui vraiment s'inscrit dans une reconnaissance mutuelle d'une réciprocité de lorsque tu as fait ça, ça m'a permis de vivre ça et je t'en remercie. Et ça, on le pratique dans nos journées à travers des cercles de gratitude, mais surtout ça se transporte jusqu'à la maison, jusqu'à d'autres contextes, jusque même à l'école, ou dans des conflits qu'ils peuvent avoir avec leurs copains, où ils reviennent en séance chez nous et ils me disent tout contents, comme quoi ils commençaient à se disputer avec l'un de ses camarades et à la fin il l'a juste remercié en fait parce qu'il l'aimait, c'était son ami. Donc ça paraît totalement anodin, mais il y a la pratique de la gratitude qui joue beaucoup. Ce qui change aussi également dans la relation parent-enfant, ça c'est plutôt ce que me témoignent les parents, c'est qu'une fois qu'ils rentrent chez eux le soir, ils veulent faire ce qu'on appelle un pépite épine. C'est un moment de partage de qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ma journée, qu'est-ce qui m'a été le plus agréable et qu'est-ce qui m'a été le plus désagréable. Et ça, ils apprennent vraiment sur eux-mêmes et tout ça, c'est des indicateurs pour savoir en fait qui suis-je, qu'est-ce que j'aime et où j'ai envie d'aller. D'accord. Et est-ce qu'il y a une transformation, j'allais dire, dans la famille? Parce que tout à l'heure, là, en introduction, je précisais que souvent, alors peut-être que sur le territoire, c'est peut-être différent, je ne sais pas, mais souvent, malheureusement, il y a des différences en fonction des différences sociales d'accès à la nature. Et vous, à l'école buissonnière,
est-ce que au niveau catégorie socio-professionnelle, c'est tout mélangé ou justement, là aussi, vous observez des différences? Il y a des différences en fonction de nos propositions. On n'a pas du tout le même public. Par exemple, on organise des séjours pour ados et où on est accrédité, je pense que c'est ça le terme, par la CAF, ce qui permet à de nombreuses familles de nous rejoindre. Et donc là, on va avoir des personnes qui, par exemple, n'ont jamais été en contact avec une fourmi ou qui n'ont jamais pu tenir une allumette pour allumer un feu. Donc là, on est vraiment sur renouer avec des compétences et des connaissances de base, et même une sensibilité qui est toute frêle à cet endroit-là. Et on va avoir aussi après des personnes de classe socio-professionnelle qui vont être plus aisées, qui vont avoir l'habitude d'aller en nature. Et là, par contre, ce qu'ils viennent chercher, on va être sur vraiment renouer aussi avec une forme de changement de rapport au temps, beaucoup. De pouvoir retourner au même endroit en toute saison et de n'avoir rien à faire durant sa journée en étant tous en famille ou en sachant que chacun trouve un apprentissage qui lui correspond, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et notamment pour les adultes, il va y avoir l'apprentissage de savoir-faire ancestraux qui vont être beaucoup plus techniques. Et pour les enfants, beaucoup de jeux livres, beaucoup de joie de pouvoir retrouver leurs copains et de faire des cabanes ou des toboggans de boue. Mmh. Et dans ce lien à la nature, l'enfant, est-ce que vous observez justement donc vous parliez de la gratitude entre autres pour la transformation, mais c'est vrai qu'on voit que ça développe la motricité, la conscience du vivant en soi, le respect, parce qu'on respecte ce que l'on connaît et ce que l'on aime finalement. Est-ce qu'il change de regard, j'allais dire, de lien envers la nature? Oui, complètement. Là-dessus, c'est Jesper Juhl qui disait si vous êtes dans une relation, cette relation elle est en vous. Comment faire pour que l'enfant soit empathique? En fait, soyez empathique avec l'enfant. Je pense que c'est la même dynamique sur le lien avec la nature. Et notamment, ce qu'on peut constater, c'est des enfants qui vont être étiquetés 10 ou hyperactifs deviennent extrêmement consciencieux quand ils vont avoir un couteau dans les mains ou quand va falloir organiser le goûter, s'assurer que tout le monde en est, aller voir chacun, parler à tout le monde. Et il y a cette chose magique dans la nature, c'est en fait la forêt, elle attend rien de nous, de ce que nous devons être ou de ce qu'on croit qu'on a à faire en fait. Elle est là, elle se présente avec nous tous les jours, soit avec des défis à relever, soit avec des caresses à accueillir. Mais à cet endroit-là, l'enfant, il est plus catalogué 10, il est plus catalogué à avoir des problèmes d'hyperactivité. Il est juste là, sans avoir besoin de se comparer aux autres, et il offre, et il va là où il a envie d'aller en fait. Nous, en tant que accompagnateurs et accompagnatrices, notre rôle, c'est d'arriver à trouver là où il en est et d'arriver à le rejoindre avec des supports naturels d'apprentissage où il pourra s'épanouir. C'est justement là où, parce que aussi dans certaines études, ils montrent que avant, on avait, on a une bonne vingtaine de différences d'âge, mais on n'était pas surveillés. On avait accès à la nature de façon, notre espace en tout cas pour jouer était beaucoup plus large. Notre espace pour jouer sans surveillance à l'extérieur, correct, était beaucoup plus large. Là, ça s'est diminué quasiment, suivant les endroits, mais 90%. Et donc l'enfant ou le jeune est toujours, souvent sur surveillance. Et justement dans la forêt ou en lieu de nature, il y a moins besoin. Et c'est ça que vous témoignez aussi, de cette liberté. Ça donne une certaine liberté aussi. Oui, en fait, surtout une liberté dans sa capacité à se renouveler à soi-même. Quand on part avec les enfants sur 4-5 jours en immersion, il n'y a pas les parents
Alors évidemment, lors des inscriptions, chaque parent a envie de nous décrire son enfant tel qu'il pense qu'il est. Et très certainement, il a une intimité avec lui dans laquelle je ne peux douter. Et d'observer un enfant devenir lui-même explorer juste ce qu'il a envie de faire sur l'instant et se découvrir. Concrètement, je me souviens de 2 jumelles l'année dernière qui n'avaient jamais tenu une allumette de leur vie, le premier jour, et le dernier jour, c'était elle qui allumait le feu devant les 30 participants, en fait. Et ça, il y a quelque chose qui se forge à l'intérieur de soi, parce que c'est au-delà de l'approbation parentale, ni même d'un autre adulte. Alors nous, notre rôle, c'est de veiller que toutes les expériences soient faites de manière sécure. Mais il y a quelque chose vraiment d'intrinsèque qui se crée dans la croyance dans sa propre valeur, dans sa propre compétence et connaissance de soi. Mais c'est aussi parce que vous leur faites confiance dans leur capacité que peut naître cette confiance d'explorer aussi, finalement. Ouais. Que je pense, mais ça d'une manière plus générale, que parfois quand on évolue, on a juste besoin d'une personne qui nous regarde avec les plus beaux yeux du monde pour nous dire en fait je sais que t'en es capable. Et là, sur un enfant, normalement c'est ce qu'ils attendent de leurs parents. Sur de nouveaux apprentissages, parfois les parents ont peur, et c'est là où nous, notre rôle de mentor intervient en fait. Alors, est-ce que la question c'est, a-t-on besoin pour que l'enfant explore la nature de tout ça? Est-ce que, parce que là vous les accompagnez, comment les parents pourraient-ils faire par eux-mêmes? Par eux-mêmes. Et parmi les retours qu'on a, c'est que oui, il y a des familles maintenant qui osent aller en forêt et qui sortent de l'aspect de je vais en forêt pour faire quelque chose avec eux. On va juste en forêt. Et du coup, il y a un autre rapport sur l'imprévu, la spontanéité et le jeu, ou même l'audace de saisir l'instant et de retrouver moi en fait en tant que parent. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais en forêt? Pourquoi j'ai arrêté de grimper aux arbres à un moment? Pourquoi je fais plus de ricochet au bord de l'eau en fait? À quel moment il y a eu une coupure? Et de reconduire ces enfants vers leur propre connexion à la nature nous invite forcément en tant qu'adultes, nous, à un moment de nous demander ok, est-ce que moi aussi j'ai envie de m'affranchir et de passer ce pas de j'aime aller dans la nature pour observer les feuilles, pour glaner 2-3 champignons, ou juste m'allonger et sentir le vent. On va continuer ce fort intéressant échange après une pause musicale. À tout de suite. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, vous êtes dans votre émission La Nature et vous. Et aujourd'hui, je reçois Yann-Marie Crochet qui a créé l'école buissonnière qui est à la Chambotte sur le territoire aixois. Et nous étions justement en train d'échanger du fait que d'emmener les enfants dans la nature, en tout cas déjà à l'école buissonnière, les parents, du coup, se sont dit, tiens, maintenant, on pourrait aller dans la nature, mais pour aller dans la nature et non pas pour faire une activité. Et en fait, vous observez qu'il y a beaucoup plus de spontanéité et que même les parents retrouvent finalement leur âme d'enfant. Et ça amène à une question qui est quand même fort d'actualité, c'est l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, si les parents le ressentent, évidemment ça se transmet aux enfants. Vous, qu'est-ce que vous pouvez observer justement et que proposez-vous pour gérer ou amener à un autre regard que d'être dans l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, moi à titre personnel, il y a 4 ans maintenant, quand j'ai accueilli ma deuxième fille, c'est à ce moment-là où j'ai saisi qu'est-ce que voulait se dire ce terme. Il y a notamment une pratique qui s'appelle le travail qui relie qui m'a énormément aidée, mais en fait... Est-ce que vous pouvez répéter le quoi? Le travail qui relie. Le travail qui relie, d'accord. Oui, je pourrais en revenir après si vous voulez. En fait, l'éco-anxiété, elle s'inscrit dans l'éco-psychologie, qui prend tout son sens pour moi. C'est quand on accueille le fait qu'on est un être humain sensible,
On a tous un cœur qui bat à l'intérieur de nous. Certes, autour de ça, on s'est forgé certainement des pensées, des croyances et notamment une culture qui nous crée un magnifique dualisme nature-culture, l'humain est séparé de la nature, etc. Mais si on change ce positionnement-là, pour moi, quand un ami est blessé, on s'assoit avec lui. On va prendre le temps de partager son temps, ses larmes, son cri, son amour, et on se tient là avec lui, juste vulnérablement, jusqu'à ce que les racines de l'espérance reprennent leur sillage. Et j'ose voir la nature non plus comme un sujet, comme un objet justement, comme un paysage ou comme un environnement, mais bien comme un sujet, comme un ami, comme une communauté dans laquelle j'appartiens. Et à ce moment-là, souffrir d'éco-anxiété, c'est se rendre compte que oui, quand je vois des feuilles qui tombent en plein été, c'est pas normal. Quand je vois des glaciers aussi, tout ça, ça me touche, tout ça, ça m'émeut parce qu'en fait, je suis un être humain sensible, appartenant à la nature, et c'est comme si une partie de moi était touchée également. Mais est-ce que vous pensez pas que aussi les messages assez anxiogènes qui sont délivrés génèrent aussi ça, alors que la nature, elle a cette formidable faculté. Effectivement, on assiste à tout ça, je suis complètement d'accord. Mais en même temps, elle a aussi cette formidable faculté de se régénérer par elle-même et de trouver sa ressource en elle. Oui, et c'est bien aujourd'hui l'un des angles morts de toutes les études, la capacité de régénération du vivant, qui nous est totalement inconnue pour l'instant et immesurable. Pour autant, donc l'éco-anxiété, ça va nous affecter, et quand on se reconnecte à la nature, quand on ose retourner sur ce chemin-là, en fait, il y a forcément la tristesse qui remonte, forcément la colère qui va remonter, en fait, à partir du moment où je crée un lien, où je suis en amour avec cet élément de la nature. S'il disparaît, ça me touche. Et donc la question, c'est pas forcément de est-ce qu'il faut ou pas arrêter d'avoir du surstimuli d'information. Ça, c'est libre à chacun d'utiliser sa stratégie. Moi, mon positionnement et celui de l'école buissonnière, c'est plus comment je peux développer des outils de connaissance de moi, comment je peux arriver vraiment à transmuter les émotions que je ressens pour continuer à aller de l'avant. Et là-dessus, il y a un outil d'éco-psychologie qui a été créé par Johanna Massy, donc le travail qui relie, qui a fait ses preuves à travers le monde, notamment aussi quand il y a eu énormément de catastrophes naturelles, que ce soit auprès des peuples premiers, mais aussi, par exemple, les villages qui ont touché la catastrophe de Tchernobyl, et qui aujourd'hui reprend un grand essor pour traiter l'anxiété dans les milieux militants, mais aussi auprès des jeunes et des parents. Donc nous, à l'école buissonnière, on va proposer des immersions en forêt de 5 jours pour accompagner l'humain dans cette traversée inconfortable d'accueillir notre peine pour le monde. Et ça peut être autant lié à la nature que lié à des bouleversements et des drames qui se passent au niveau du peuple, au niveau de l'humain. Voilà, les guerres qu'on peut voir aussi. Le fait de ressentir le vivant, parce que quand on ressent le vivant en soi, mais qu'on ressent le vivant de la nature, puisque la nature est en soi, est-ce que, parce que c'est ça, c'est sentir la pulsion de vie, et de sentir la pulsion de vie en soi, déjà c'est ça qui aussi aide à gérer l'anxiété de façon générale, mais de sentir la pulsion de vie de la nature végétale ou animale ou minérale, ça peut aussi contribuer. Donc est-ce que vous les amenez à percevoir ça, à le ressentir, à le vivre? Et comment? Alors justement, nous, le travail qui relie qu'on organise, il se fait immerger dans la forêt pendant 5 jours. Donc là, concrètement, on a les pieds dans la terre et les yeux dans les feuilles pendant toute une semaine. Et la première étape du travail, c'est vraiment de s'ancrer intimement et profondément dans nos liens d'appartenance. Qu'est-ce que je chéris aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui me donne de l'élan? Et à quoi j'ai envie de dire merci? La première étape, c'est vraiment d'honorer tout ce qui est bon et tout ce qui me rend envie. Que ça soit de moi à moi, de moi aux autres et de moi à la nature. Et une fois qu'on est vraiment bercé par cette bouteille d'oxygène
qui est qu'on pourrait appeler la gratitude ou l'écoute, on va arriver à plonger dans la traversée des émotions qui vont être beaucoup plus douloureuses et incommodantes, comme la peine, la colère, la peur, l'angoisse. Et on va y aller en groupe, c'est-à-dire qu'on va être entre 12 et 15 personnes, donc il y aura tout le soutien du groupe pour expérimenter tout ça. Et l'idée, c'est que derrière la peur, derrière la peine, derrière la colère, se cache un trésor si profond et précieux qui nous permet de changer de regard, peut-être de changer nos croyances, de changer quelques enfermements qui nous bloquaient. Et comment, de là, je me plonge à un endroit où je suis intimement connectée au vivant, à ma pulsion de vie. Parce qu'en fait, ressentir des émotions, c'est être en vie. Et le but d'une émotion, c'est de nous mettre en mouvement. Et le camp anxiété se forge d'autant plus quand on reste bloqué dans l'angoisse. Donc comment on va réussir à transmuter tout ça pour après se consacrer pendant toute une journée à quel est un de mes rêves que j'ai toujours voulu faire, qui prend soin de moi, des autres et de la planète, et quel est le plus petit pas que je peux faire pour le concrétiser. Et ensuite de ça, le groupe va être un énorme soutien en fait pour contribuer à réaliser et à mettre en action et donc à réaligner notre chemin de vie vers quelque chose qui fait beaucoup plus de sens en lien avec la nature. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors pour conclure, je veux dire, quelles sont vos prochaines activités et comment on peut vous contacter ? Alors, tout est référencé sur notre site internet, l'écolebuissonnière 73100.org. Nos prochaines activités, donc on a les rendez-vous en famille et en forêt le 3e samedi de chaque mois. Et après, on a plusieurs stages qui se préparent pour le printemps. Les dates sont communiquées. Donc, on est sur, par exemple, un stage d'archerie pour fabriquer son arc et ses flèches primitives. On a aussi de la poterie sauvage sur un stage adulte de plusieurs jours et un stage de travail qui relie pour le mois de mai. Très bien. Merci beaucoup Yann-Marie et j'étais ravie de vous recevoir. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons dans 15 jours. À très bientôt. Et j'oubliais, pardon. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio.